Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h49, si vous voulez partager en tout cas l'actualité, la commenter, 0826 300 300 avec aujourd'hui nos éditorialistes. Elisabeth Lévy est avec nous et puis Michel Taube est avec nous ce matin, fondateur du site Opinion Internationale. Et je rappelle que vous pouvez aller voir son édito sur son compte Twitter. Oui, et qui est particulièrement intéressant et on en parlera. Et d'ailleurs, si vous voulez réagir à cet édito tout à l'heure vers 9h15, 9h30, qui est autour de PSG, Kaboul et le Qatar, qui évidemment est au centre de l'actualité, puisque les négociations avec les talibans, ça se passe via le Qatar. Et puis, il y a le PSG. Et vous reviendrez sur un peu la genèse aussi, avec à l'époque avec Nicolas Sarkozy. C'est particulièrement intéressant. On viendra aussi tout à l'heure à 9h sur Marseille, bien sûr. Quels moyens à Marseille, avec Emmanuel Macron qui va sur place là-bas. On réclame, je le disais, des policiers, mais également rénover les écoles. Il va y avoir un grand plan. Et puis des magistrats, parce que c'est pas le tout aussi d'interpeller en fait des délinquants, c'est qu'il faut être capable de les juger, et là on manque un peu de moyens. On verra ça dans le factuel avec Félix Mathieu et avec une magistrate qui sera avec nous. Juste un mot peut-être aussi, parce que quand même c'est la rentrée des enseignants aujourd'hui, les profs, il y a toujours un malaise quand même avec nos profs. Je sais pas ce que vous en pensez, Elisabeth Lévy. On dit que eux-mêmes ne se sentent pas toujours bien, même si certains ont cette vocation, bien sûr, mais qu'ils ne sont pas très bien payés globalement, et notamment quand on rentre. Est-ce qu'il faut avoir la foi pour commencer à aller 1800 € au début de carrière, et bien souvent on vous envoie dans les établissements qui ne sont pas les plus simples, quoi, non, Elisabeth? Bah oui, non mais d'abord il faut dire, alors il y a ce que vous dites, il y a le fait qu'ils sont pas bien payés, mais là j'en ai un peu assez d'entendre tout le monde, si vous voulez, on dit la même chose pour les policiers, c'est pas bien, il faut mieux les payer, mais quand vous dites aux gens, il faudra payer plus d'impôts, alors là il y a plus personne. Il faut le savoir, si vous voulez, il y a pas un magot quelque part, donc si on veut mieux payer nos fonctionnaires, alors certainement on peut faire des économies ailleurs, mais néanmoins il faut accepter que ce sont nos impôts qui les payent, donc on peut pas dire on veut moins d'impôts et mieux payer les profs, si vous voulez. Ça peut pas être tout le temps comme ça. Ça c'est la première chose. Tout le monde ne dit pas on veut moins d'impôts. Il y en a certains qui disent oui, il doit y avoir en fait des impôts, et on doit aller tâcher en fait les plus grands groupes, etc. aussi pour aller chercher de l'argent. Beaucoup de Français disent qu'ils veulent plus payer d'impôts. Ça c'est vrai, j'en rencontre tous les jours. Mais il y a une autre chose qui me semble très importante. Pardon, il y a une autre chose qui me semble peut-être encore plus importante, c'est ce qui est devenu le métier. C'est-à-dire, c'est devenu d'abord dans certains endroits, c'est un métier disciplinaire. Vous arrivez dans vos classes, si vous voulez, l'enjeu n'est pas d'apprendre aux gens, de transmettre un savoir, c'est de faire en sorte qu'ils se tiennent à peu près tranquilles. Et je ne vous parle pas des parents qui viennent vous menacer parce que votre enfant a eu une mauvaise note. Je ne vous parle pas du fait que vous n'êtes pas soutenu par votre hiérarchie quand vous avez un problème avec un élève. Donc c'est un métier qui a complètement changé. Et dernière chose, juste là je vais très vite, c'est la formation. Parce qu'il faut bien dire aussi que comme il y a une espèce de crise des vocations, eh bien, on recrute souvent des profs qui n'ont pas passé les concours. Il y a moins de candidats au concours, donc leur niveau est moins bon. Et par exemple en maths, c'est connu, mais c'est aussi vrai dans d'autres matières, nos profs sont de moins en moins bien formés. Michel Taube, il en va des profs comme il en va des policiers. C'est-à-dire depuis 20 ans, il y a eu des stop and go, il y a eu des mesures on a supprimé les UFM, c'est-à-dire justement les instituts de formation des maîtres, et puis après on les a plus ou moins rétablis. Avec les policiers c'est la même chose, on supprime les polices de quartier, et puis après on dit qu'il en manque, et on essaye d'en recruter quelques-uns par-ci par-là. Non, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de constance des politiques publiques, et puis surtout aussi, l'éducation nationale, je crois que c'est la deuxième administration la plus importante au monde. C'est un mammouth. On se rappelle le ministre qui avait dit il faut dégraisser le mammouth. Donc je pense que c'est pas une question de plus ou moins d'impôts, c'est une question de meilleures dépenses. C'est-à-dire effectivement, peut-être qu'on pourrait faire des économies sur la structure pour mieux payer les profs qui sont sur le terrain. Ça rappelle un peu le discours qu'on a dans les hôpitaux. On dit c'est peut-être c'est la même chose, il faudrait mettre davantage de moyens pour les soignants et peut-être un petit peu moins pour la structure, pour l'administration. Dans les hôpitaux, on gaspille des milliards d'euros en recrutant des soignants intérimaires qui coûtent une fortune, qui coûtent 2 à 3 fois plus cher qu'un soignant constant sur un poste. Et sur les enseignants, je suis sûr aussi qu'il
il y a certainement de grosses économies d'échelle à faire pour pouvoir effectivement augmenter plus fortement le salaire de nos enseignants. Et c'est vrai que c'est une honte de les payer si peu cher. En Allemagne, les enseignants sont nettement mieux payés. Et ça, quand même, la contrepartie du contrat de travail, c'est le salaire. Donc ça commence par là, la reconnaissance de nos enseignants. Vous pensez que, Elisabeth Lévy, si les profs étaient un petit peu mieux payés, ça irait un peu mieux ou pas? En tout cas, ça irait dans le bon sens? Oui, il faudrait faire avec une distinction entre ceux qui vont dans des établissements qui sont peut-être un petit peu plus difficiles qu'ailleurs ou pas? Alors je ne sais pas si, parce que vous savez, il y a des primes très égalitariste, mais... si vous commencez à introduire, alors je crois qu'il y a déjà des primes. Entre 600 et 1000 euros pour, par exemple, un nouveau prof qui veut aller dans un quartier qui est un petit peu plus en zone prioritaire, les fameuses zones prioritaires. Non mais surtout, ce qui serait bien, c'est de ne pas y envoyer les débutants en fait. C'est-à-dire que quand vous avez des profs sans expérience, il faut un peu d'expérience pour pas paniquer devant ce genre de classe parfois. Donc moi, il me semble que déjà, mais à chaque fois, enfin si vous voulez, ce sont des vieilles lunes. J'ai entendu ça 50 fois, qu'il fallait envoyer les profs expérimentés, qu'il fallait effectivement donner des primes. Moi, je crois qu'aussi la question de l'autorité, c'est un ensemble. Et je crois qu'aussi elle est au cœur du malaise des profs. C'est qu'ils n'ont plus cette autorité naturelle, mais parce que effectivement, la société les considère moins, leur administration, encore une fois, rappelez-vous le mouvement pas de vague. C'est-à-dire que quand un prof a un problème, le premier réflexe de la hiérarchie de son établissement et parfois du rectorat, c'est surtout de tout planquer sous le tapis. Si vous voulez. Donc ce qu'on voudrait, c'est que les profs soient soutenus. Rappelez-vous quand même ce qui s'est passé avant l'assassinat de Samuel Paty. Il s'est fait enquiquiner. Alors je dis pas qu'il n'a pas du tout été soutenu, mais il s'est fait enquiquiner par des parents, prendre à partie, etc. Il faut que dans ces cas-là, il y ait une réponse de l'administration absolument d'une seule voix et d'une fermeté sans faille. C'est-à-dire, je crois moi qu'en fait, l'éruption des parents dans l'école, l'éruption des parents dans l'école n'est pas une bonne nouvelle. On sait très bien, Elisabeth Lévy, que Jean-Michel Blanquer, qui avait quelques velléités d'imposer la laïcité comme un des porte-drapeaux de notre République dans les écoles, il a un peu renoncé quand même face à justement des résistances très très fortes au niveau de l'administration. Moi, ce que je veux dire, pour souvent critiquer Emmanuel Macron, je dois quand même dire qu'une des rares bonnes mesures concrètes mises en œuvre depuis qu'il est président de la République, ça a été le dédoublement des classes dans les zones d'éducation prioritaire, au niveau des classes élémentaires, parce que c'est souvent là que tout se joue. C'est une bonne mesure. Il faudrait voir d'ailleurs si ça continue à être bien mis en place, et peut-être qu'on pourrait envisager de l'élargir à d'autres quartiers, parce que malheureusement, les territoires perdus de la République, et notamment Marseille, on va en parler, il faudrait peut-être vérifier si là, dans les jours qui viennent, toutes les écoles des zones prioritaires marseillaises auront bien des classes dédoublées pour la dernière rentrée d'Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer sous ce quinquennat. Sous ce quinquennat, peut-être pas la dernière. En tout cas, on va en parler tout à l'heure dans La France à vos côtés, avec vous, Cécile, à 10h-20. De l'école et de la violence, surtout à l'école, vis-à-vis des enfants. On en parlera avec deux spécialistes, Bruno Pomar, que vous connaissez bien, qui est le fondateur du RAID et qui a aussi une association pour réinsérer les enfants par le prisme du sport, et puis Hassen Hamou, qui est fondateur du collectif Trop Jeune pour Mourir, qui lutte lui contre les règlements de compte. C'est à Marseille. Donc vous voulez en parler, vous avez des témoignages, 0826 300 300 pour échanger avec nous. Dans un instant, la suite du programme. Continuez de nous appeler, continuez de commenter sur notre compte Twitter. On revient dans un instant, il est 8h58. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et puis il y a notre question du jour aujourd'hui, Emmanuel Macron à Marseille pendant 3 jours. On vous demande si c'est utile ou si c'est de la communication. Pour l'instant, vous dites que en masse, plus de 95% à dire que c'est de la communication. Il y a Odile Henriette qui nous dit il faut des forces de l'ordre à Marseille et des actions répressives, et on nous envoie Emmanuel Macron. Il y a Martial Chevalier aussi qui dit il faut encore balancer des millions qui ne vont rien changer. Le problème n'est pas le manque d'argent, les problèmes ce sont tous les trafics. Voilà, il faut continuer de commenter. Oui, on va en parler dans un instant avec justement nos éditorialistes qui sont là. Michel Taube ce matin, qui est toujours avec nous, fondateur du site Opinion Internationale. Il y avait Elisabeth Lévy, il va y avoir Cécile Mamelin aussi, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats. Si on est aussi dans cette ambiance en fait de Marseille avec cette violence, etc., c'est parce qu'il y a ces trafics de drogue, parce qu'il y a eu ces règlements de compte cet été. Et d'ailleurs,
pour certains, certains l'ont perçu encore un peu plus en allant au cinéma, voir ce film qui vient de sortir sur cette histoire aussi de la BAC Nord. Les habitants des quartiers, ils ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider, c'est fini. Arrête-toi, discute. Individu en fuite. Tu serais qui, toi? Tu serais pas ton insigne? Tu serais quoi? Tu serais rien? Pourquoi je devrais risquer ma carrière alors que personne nous donne les moyens de travailler? Il faut arrêter avec les cités, tout le monde s'en branle. Le préfet, le premier, veut juste faire la une du journal pour faire le beau. Tu veux devenir officier? Fais cette opération. Oui, alors je ne sais pas si Emmanuel Macron a vu ce film, mais en tout cas c'est une plongée qui fait froid dans le dos quand même, hein, dans certains quartiers. Alors c'est du cinéma, mais ce n'est pas que du cinéma, parce que c'est à partir aussi d'une histoire réelle, hein, Michel Taube. Ouais. Écoutez, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va changer quoi que ce soit à la situation? Moi je vais vous dire, ce qui me choque vraiment aujourd'hui, tout ce qu'il va annoncer, la valse des promesses, le bal des promesses auquel on va avoir droit pendant 3 jours, c'est très bien, on peut y croire, on a besoin de rêver, les temps sont durs, etc. Mais franchement... En mai 2018, devant Jean-Louis Borloo, qui est quand même un des hommes politiques qui a porté une politique de la ville pendant 20 ans, je ne dis pas qu'elle a marché, mais enfin il y a 3 ans, il a enterré toute politique de la ville devant Borloo, il l'a quasiment humilié devant lui. Et 3 ans après, à 7 mois d'élection présidentielle, il débarque à Marseille pour dire allez, je vais tout changer, je vais tout réformer, je vais vous apporter toutes les solutions comme par miracle. Franchement, il y a presque quelque chose d'indécent dans le timing choisi par le chef de l'État. Pour moi, il est en campagne, tout ce qu'il va dire sera utile, les centaines de millions d'euros, espérons qu'ils vont arriver, qu'il y aura plus de policiers, etc. Mais la réalité, c'est que politiquement, il y a un problème de timing. Il est le maître des horloges ou il a un problème avec son horloge politique. Cécile Mamelin est avec nous, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats. Bonjour Cécile Mamelin. Bonjour. Vous allez nous dire dans un instant ce que vous attendez des mesures et de ce qui pourrait être annoncé et commenter peut-être ce que vient de dire Michel Taube à l'instant. Mais avant ça, comme chaque matin, on a Factuel avec Félix Mathieu pour évidemment essayer de remettre les choses dans l'ordre et puis donner du contexte. Félix, Marseille par exemple est-elle sous-dotée en policiers par rapport au reste de la France? Eh bien oui, à en croire la municipalité qui juge insuffisantes les promesses de renfort déjà mises sur la table par le gouvernement. 300 policiers supplémentaires en 3 ans. Promis à Marseille, avec déjà 37 gardiens de la paix arrivés en février, puis 64 au mois d'août. Mais on est loin du compte. D'après le maire PS de la ville, Benoît Payan, selon lui, il en faudrait 3 fois plus pour combler le retard accumulé ces dernières années. La municipalité de Marseille qui indique compter grosso modo un policier national pour 700 habitants contre un policier pour 400 habitants en moyenne dans les autres métropoles du pays. Ah oui, quand même, évidemment, ce chiffre est important. Écoutez, justice, parce que là aussi, on en parlera dans un instant, les magistrats marseillais s'estiment globalement sous-dotés. Oui, là c'est notamment le président du tribunal judiciaire de Marseille qui en mars dernier dénonçait carrément un risque de déni de justice du fait du manque de moyens, manque de salles, de personnel, de magistrats, une juridiction pénale incapable, disait-il, d'audiencer de graves affaires d'associations de malfaiteurs tout de même, des affaires parfois vieilles de 5 ans et qui doivent encore attendre parfois 2 ans pour un procès. Alors face à ça, le ministère de la Justice a d'ores et déjà annoncé pour la rentrée 11 nouveaux magistrats et puis 62 autres personnels non magistrats dans cette juridiction marseillaise. Mais pour autant, les syndicats attendent de voir. Un audit, en tout cas, a été lancé sur place, tandis que le maire réclame un parquet spécial face au trafic de drogue d'ampleur internationale. Oui, Cécile Mamelin, donc sur ce que vient de dire à l'instant Félix Mathieu, vous confirmez globalement c'est un peu ça la situation, notamment pour les magistrats, la justice? Oui, beaucoup de choses très intéressantes, effectivement, et très justes viennent d'être dites. Marseille, c'est quand même la 2e ville de France, et il est clair qu'à l'instar de beaucoup de juridictions françaises, nous manquons de toute façon de personnel judiciaire. C'est absolument indéniable. Il y a quelques années, la situation à Bobigny avait été décrite par la procureure. Elle avait obtenu 25% d'augmentation d'effectifs au niveau des magistrats. Donc là, je pense que 11 magistrats, je ne sais d'ailleurs pas où les 11 magistrats et de où vont-ils venir. Nous avons noté qu'effectivement, il y avait 8 nouvelles arrivées en septembre, mais il y aurait aussi 6 départs. Donc, je veux dire, il faut mathématiquement compter les arrivées, mais aussi les départs. Ouais. Donc, en réalité, il y aura 2 magistrats de plus. Je pense que le ministre peut-être pense à ce qu'on appelle des juges placés, c'est-à-dire des juges que l'on met temporairement en délégation, qui viennent d'un autre tribunal et que l'on met dans ce tribunal pour un renfort d'effectifs, mais ça n'est pas pérenne, ce n'est pas quelque chose qui est destiné à durer.
il y a indéniablement un manque flagrant d'effectifs suffisants, parce que j'entends qu'on parle de renforcer les effectifs de policiers, c'est une excellente chose. S'il le faut, effectivement, il faut mettre des policiers, il faut casser ces trafics, il y a une urgence absolue à restaurer l'ordre dans les cités phocéennes. Mais s'il n'y a pas, si la chaîne pénale n'est pas complète, et si derrière les mesures de police, les dossiers ne sont pas, on ne peut pas les audiencer parce qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs en magistrats, et là je parle bien en magistrats, parce que ce n'est pas la justice de proximité qui va résoudre les trafics de stupéfiants, hein, c'est pas un délégué du procureur malheureusement qui va résoudre un trafic de stupéfiants, ce sont des policiers, des magistrats, des greffiers, il faut tenir les audiences, il faut sortir les dossiers. Oui, c'est ça, Cécile Mamelin, pour qu'on comprenne bien concrètement, c'est-à-dire que pour que ce soit efficace, quoi, que cette justice, et que souvent on entend des policiers qui disent bon, bah, ça sert pas à grand chose de les interpeller parce que derrière ils vont être lâchés, ils vont pas être condamnés. Alors le procès en justice laxiste est toujours fait, alors que on a toujours un procès en justice laxiste qui est totalement démenti par les chiffres, hein, ça on va pas revenir là-dessus. Non, puis après ça peut être des questions de moyens. Dans les mois. Voilà, c'est surtout et avant tout une question de moyens, et d'ailleurs la plupart des policiers qui travaillent sur le terrain de la police judiciaire savent qu'effectivement nous souffrons d'un manque flagrant de moyens. Donc ça n'est pas qu'on relâche les personnes, c'est que surtout nous les jugeons probablement dans des délais beaucoup trop longs, ça c'est un fait indéniable. Le président du tribunal de Marseille l'a rappelé, vous l'avez très justement dit il y a quelques mois, et ça c'est effectivement insupportable, parce qu'il faut une réponse rapide, il faut que les moyens soient donnés pour que les réponses soient rapides, et cela malheureusement on ne s'en sort pas, c'est bien une question d'effectifs et de moyens. Je vous rappelle qu'en France on a 2 fois moins de juges qu'en Allemagne, on a 3 fois moins de procureurs, donc créer des parquets spécialisés, pourquoi pas, c'est bien, il y en a alors déjà ça, plein, c'est une idée, des parquets spécialisés, ça c'est une idée, mais il faut mettre des gens derrière. Si vous si vous créez des parquets spécialisés, j'allais vous dire une expression que tout le monde comprendra, si c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques, ça ne sert pas à grand chose. Donc il y a déjà beaucoup de parquets spécialisés, et je pense que de toute façon à Marseille les collègues sont déjà spécialisés, donc ça n'est pas un problème de spécialité, c'est surtout un problème d'effectifs en termes de magistrats et en termes de greffiers. Oui, et puis parce que on me dit souvent du côté des magistrats et des policiers, en fait, à Marseille, que c'est tellement bien organisé de l'autre côté, chez les trafiquants, qu'il faut être sacrément organisé en face pour être capable de mener, en fait, les enquêtes, et puis ensuite d'avoir la démonstration pour pouvoir remonter les réseaux, quoi, aussi. Hein. Voilà, tout à fait, parce qu'il ne sert à rien de s'attaquer effectivement aux petits dealers du coin si on ne s'attaque pas aux têtes de réseaux. Et on constate que malgré les interventions coup de poing des policiers, hein, qui font un travail de terrain de qualité, formidable, etc., qui ont effectivement progressé dans l'investigation judiciaire, mais malheureusement, si le reste ne suit pas, et puis c'est surtout que dès le lendemain, les choses reprennent. Dans les cités, il y a effectivement énormément de monde mobilisable, et dès que la police effectivement a tourné le dos, le trafic reprend. Donc je pense que c'est tellement un problème qui dépasse en réalité la seule chaîne pénale, c'est aussi un problème de politique de la ville, c'est un problème d'éducation nationale. Tout le monde est effectivement à Marseille, je pense, concerné du début à la fin. Et nous n'intervenons, j'allais vous dire, nous sommes les derniers, nous sommes un petit peu nous sommes la dernière issue, la dernière possibilité de casser le système. Mais c'est presque trop tard quand ça arrive chez nous, en fait. C'est trop tard. Non, mais c'est vrai, Cécile Mamelin, merci, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats. Et pour rebondir sur ce que vous dites et pour l'attester, nous serons d'ailleurs en ligne dans la France à vos côtés tout à l'heure avec des associations qui travaillent sur le terrain, qui mènent des actions avec des enfants dans les quartiers. Cécile, vous recevrez deux acteurs, en fait, tout à l'heure en ce sens. On va recevoir Bruno Pomar, que vous connaissez, qui officie pas mal avec les jeunes, qui les réinsère par le sport. C'est un ancien policier du RAID. C'est un ancien fondateur du RAID, oui, exactement. Et Hassen Hamou, qui est fondateur du collectif Trop Jeune pour Mourir, qui lui lutte carrément contre toute forme de violence dans les quartiers et qui fait un travail formidable. Qui est à Marseille, justement. Nous serons avec lui tout à l'heure. Avant, Michel Taube, ça réagit au 0826 300 300. Qui est avec nous? C'est Paul, je crois. Oui, bonjour. Bonjour, Paul. Oui. Bonjour. Moi, je pense que Macron, il faut mieux rester à Paris, parce que là, Macron part à Marseille. On a l'impression qu'il a pris des armes et qu'il va en Afghanistan libérer le pays, quoi. Marseille, c'est la deuxième ville de France. Oui. Aujourd'hui, c'est la déshérence parce qu'il y a une immigration incontrôlée à Marseille. Ça commence par là. Déjà, il faudrait quand même regarder. Il y a une communauté comorienne, marocaine, tout ça qui est très importante. Et aujourd'hui, quand on voit que le Maroc augmente la production de cannabis,
Là, je pense qu'il y a une réponse politique à faire déjà de ce côté-là. C'est inadmissible, quoi. C'est inadmissible. Le Maroc, c'est pas l'Afghanistan. Le roi du Maroc, il peut prendre des décisions autres. Ensuite, Marseille, ça a été abandonné. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être un peu insoluble de vouloir convertir au travail et autres des gens qui gagnent des milliers d'euros par semaine. On ne va pas les mettre à travailler au SMIC. Ensuite, la magistrate, elle est bien gentille. Elle vous entend, Cécile Mamelin. Elle a oublié juste un détail. Il n'y a pas de place de prison en France. Quelles que soient les décisions qu'ils prendront, il n'y a pas de possibilité d'incarcérer les gens. Ça commence par là aussi. À un moment donné, elle va vous... il faut que toutes les peines puissent aller vers une condamnation, si ça le mérite. Et là, on ne peut pas. Les prisons sont surchargées. On ne peut pas mettre 15 personnes. Alors, elle va vous répondre. Paul, bonne réflexion. Bonne réflexion. Cécile Mamelin, vous avez entendu Paul, en fait, à l'instant, sur Sud Radio. Oui, alors, je ne vais pas contester effectivement votre auditeur, dans le sens où effectivement il y a une surpopulation carcérale, mais jamais un magistrat n'incarcérera pas un individu s'il estime qu'il doit être incarcéré. Et il n'y a pas de ce qu'on appelle de quota en France. J'ai vu ces choses-là dernièrement dans la presse, mais quelle est cette idée de quota ? Bien évidemment, les lois n'incitent pas forcément à incarcérer en premier lieu. La peine de prison, ce n'est pas quelque chose qui effectivement est conçu par le législateur, mais ce n'est pas par le magistrat, par le législateur. C'est-à-dire que les politiques considèrent qu'effectivement, et c'est aussi prouvé par des études, c'est que la réponse pénale première ne doit pas nécessairement être la prison. Mais si les magistrats estiment que l'individu doit être placé en détention, je peux vous assurer qu'il va en détention. Oui, voilà. Merci. Alors après, il y a un autre sujet sur les conditions indignes, bien évidemment. Parce qu'à un moment donné, la France, elle doit prendre ses responsabilités. On a construit des places de prison. On a construit des places de prison et jamais, je peux vous assurer qu'en France, on ne viendra dire qu'un magistrat n'a pas le droit d'incarcérer parce que la prison est surpeuplée. Il le fera. Et si c'est pas possible, ce sera dans une autre prison. Merci Cécile Mamelin, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats. Merci aussi à vous, Paul. Vous pouvez continuer de réagir 0826 300 300 parce qu'on en parlera tout à l'heure dans la France à vos côtés à 9h moins le quart. On va rester et débattre d'autres sujets dans un instant aussi avec Michel Taube. On va revenir sur les centres commerciaux. Vous savez aussi sur le pass sanitaire. C'est toujours en fait extrêmement compliqué. Qui visiblement crée des problèmes sur le trafic. Et le Qatar aussi tout à l'heure avec Michel Taube et son édito très intéressant ce matin dans Opinion Internationale. Il est 9h18, restez avec nous. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h21, aux alentours de 9h45. Ce sera la France à vos côtés. On reviendra sur l'école et l'insécurité, la violence en milieu scolaire. On en parlera avec Bruno Pomar, maire de Belleflou dans l'Aude et ancien fondateur du RAID. Et puis ce livre, quartier non prioritaire de la politique de la ville, aux éditions Panthéon. Et on en reviendra aussi avec Hassen Amou, fondateur du collectif Trop Jeune pour Mourir, qui lutte contre toutes ces fusillades liées à la drogue à Marseille. Voilà. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. En attendant, on revient sur le pass sanitaire dans les centres commerciaux suspendus dans plusieurs départements. Oui, parce que vous l'avez entendu sans doute tout à l'heure, nous avions un patron, un représentant des centres commerciaux où évidemment la fréquentation a chuté depuis l'entrée en vigueur du pass sanitaire. Déjà, ça n'allait pas très bien évidemment dans les centres commerciaux puisqu'il y a eu du confinement et là la situation est assez difficile. Alors donc il y a eu des suspensions. Johan Sibyl est avec nous, avocat au barreau de Versailles. Bonjour Johan Sibyl. Oui, bonjour. Donc vous avez été saisi, vous déjà, et aidé des centres commerciaux, si je puis dire, avec des recours en justice. Et depuis le premier que vous avez gagné, notamment pour les Yvelines, il y a 10 jours, eh bien il y a eu d'autres suspensions également, quoi. Effectivement, et la dernière en date dans les Hauts-de-Seine hier, une très belle décision, très argumentée. Enfin, très belle pour vous, peut-être pas pour tout le monde. Alors oui, je comprends tout à fait, mais très belle sur le plan juridique, parce qu'elle est très motivée. En fait, le président a pris beaucoup de temps pour rendre sa décision, mais il a bien fait, puisqu'il a répondu à l'ensemble des arguments qui ont été mis sur la table. J'attends ce matin le Val d'Oise et Paris. Oui, parce que finalement, quelle est votre argumentation pour suspendre ces arrêtés, donc ces passes sanitaires à l'entrée des centres commerciaux? Et on le sait, le délégué tout à l'heure des centres commerciaux nous disait c'est terrible pour nous parce qu'avec cette chute de la fréquentation en pleine période de rentrée, le chiffre d'affaires descend, quoi.
en moyenne 30%, les clients que j'ai dans les centres commerciaux. Moi, à mon sens, là, on est presque sur une problématique de respect des institutions. Alors, vous allez dire que c'est un peu fort, mais en fait, vous avez le Parlement qui vote des lois, et ces lois, elles doivent être respectées. J'ai contacté ce matin les parlementaires qui ont été rapporteurs du texte pour leur signaler ce problème. C'est-à-dire pour leur signaler le fait qu'ils ont voté une loi extrêmement claire début août et que cette loi est délibérément violée par les préfets. Je vais vous donner une précision. Hier, le préfet de la Gironde, donc de Bordeaux, a repris un nouvel arrêté. Alors que vous avez vu le contexte en ce moment de suspension de ces arrêtés. Il a repris un arrêté qui est à nouveau pas conforme. Donc là, on est clairement dans une démarche délibérée. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est la loi est claire. La loi, elle est claire sur quoi alors Elle est claire sur le fait que l'accès aux biens de première nécessité, c'est dans l'enceinte des centres commerciaux et pas à l'extérieur. Voilà. Et je vais même plus loin. C'est que le Conseil constitutionnel, qui est la plus grande autorité en France, la plus haute autorité en France, l'a écrit dans sa décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les préfets ne respectent même pas la décision du Conseil constitutionnel. Donc, sans vouloir politiser, c'est quand même important. C'est un sujet véritablement important qui mérite d'être saisi aujourd'hui, je pense, par les hommes politiques. Oui, alors c'est vrai que pour aller au petit supermarché, en fait, du coin, grosso modo, il n'y a pas besoin, alors que pour aller au supermarché, à l'hypermarché, qui est dans un centre commercial, il faut le pass sanitaire. Je vais même vous donner un autre exemple. Sur Paris, je pense que vous connaissez bien, les Halles, c'est ouvert. Voilà, les Halles, qui est un centre immense. C'est un centre commercial, oui. Et pourquoi c'est ouvert alors ? Eh bien, je ne sais pas. Faut demander. C'est ouvert. C'est ouvert parce qu'il n'est pas considéré en soi comme un centre commercial. C'est considéré comme un espace plus ouvert, alors qu'en fait, vous avez tout à fait raison, c'est un lieu de passage et de brassage considérable de la population, avec des risques évidemment de contamination. Et c'est la même chose pour la Défense, que vous connaissez aussi. Donc, comment comprendre ça ? Comment on peut comprendre de pareilles décisions ? C'est impossible. Donc, alors, c'est pas fermé ou ouvert, c'est la question du pass sanitaire. Bien sûr. C'est ça. Michel Taube. On est d'accord. Moi, je suis plutôt pour le pass sanitaire, mais je reconnais une chose, c'est que depuis un an et demi, il y a une sorte, la politique de l'État a réussi une chose incroyable, c'est une sorte de confinement des esprits. Le confinement des esprits. Le fait qu'il y ait une baisse d'activité de 30% et qu'on ne voit pas que dans les centres commerciaux, on le voit aussi dans beaucoup de restaurants et de lieux qui sont touchés par le pass sanitaire, c'est que ça a finalement conduit beaucoup de nos concitoyens à se replier sur eux-mêmes, à rester chez eux, à moins sortir, aller moins dans des lieux de brassage et de déplacement. Et je pense qu'il y a une sorte de confinement des esprits qui est en train de s'instaurer dans nos têtes et qui est extrêmement inquiétant, non pas en termes de liberté, mais en termes de vie sociale, en termes de manière de vivre. Bruno Le Maire s'enorgueillit qu'il y a une explosion de l'activité économique, les cartes bleues, on marche à fond et donc il dit la reprise est là. Mais la réalité, c'est que tout se fait beaucoup sur Internet maintenant. Il se fait moins dans les magasins, se fait moins dans les restos. On fait beaucoup plus on commande son resto à domicile. Et donc tout ça, ça change. Et je pense que les choix qui ont été faits par le gouvernement et ont malheureusement beaucoup contribué. Johan Sibylle, vous avez beaucoup d'autres recours qui sont lancés ou pas ? Donc là, j'attends Paris et le Val d'Oise et j'ai lancé donc à Bordeaux et à Grenoble. Et en Seine-Saint-Denis. Est-ce que, nous en parlions tout à l'heure aussi avec le délégué des centres commerciaux, il y a des discussions qui ont été entamées avec le gouvernement. Alors pour le gouvernement, c'est difficile de reculer, mais vous pensez que d'ici la fin de la semaine, il pourrait y avoir peut-être une suspension au niveau national, justement, de ces passes. Je le souhaite très vivement, puisque en fait le gouvernement, c'est le supérieur hiérarchique de tous les préfets. Donc c'est lui qui a le pouvoir de faire ça. Mais l'État ne va pas faire appel de ces décisions de justice ? Si, il y a un appel. Qui vient d'être fait. Alors, mais quand il y a appel, malgré tout, c'est suspendu. C'est-à-dire que vous allez dans un centre commercial qui est concerné, là, vous n'avez pas besoin de montrer le pass sanitaire. Merci, Johan Sibylle, parce que je sais que vous êtes pris, vous avez beaucoup d'affaires encore à traiter, avocat au barreau de Versailles. Merci d'avoir été avec nous. Michel Taube, dans un instant, avant de parler donc dans la France à vos côtés avec Cécile, là, justement des violences. Comment faire avec les jeunes pour essayer de les sortir de cet engrenage?
d'engrenage dans certains quartiers. On va en parler. Vous allez parler aussi finalement des quartiers un petit peu avec la mise en place d'une politique qui remonte à 2007 avec Nicolas Sarkozy et le recours au Qatar. Tout à fait. Bien sûr, on voit ça, c'est votre édito ce matin dans Opinion Internationale. Restez avec nous. Il est 9h28, si vous voulez nous appeler 0826 300 300. Et puis on va lancer le jeu, Patrick, allez vite fait. Oui. Allez, on va vous offrir 2 jours et 2 nuits, bien sûr, dans le parc Port-Aventura pour 2 adultes, 2 enfants de moins de 12 ans. Vous allez pouvoir faire des attractions, vous allez voir, c'est un jeu d'eau. Il faudra prendre votre maillot de bain, n'oubliez pas. 0826 300 300, donnez-moi un chiffre entre allez, 0 et 20. C'est parti pour le 16e appel. 16e appel au standard. 0826 300 300. Et vous serez certainement le grand gagnant ce matin, 9h29. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h32, merci d'être avec nous. Michel Taube est toujours avec nous, fondateur du site Opinion Internationale. Et on va revenir sur son édito, justement. Oui, autour du PSG, enfin des éléments d'actualité en fait particulièrement importants, c'est-à-dire le PSG, parce qu'on en parle beaucoup avec l'argent des Qataris pour retenir ou acheter des joueurs, Mbappé bien sûr, Kaboul avec ce qui se passe actuellement, et donc les talibans, et les négociations qui ont lieu du côté du Qatar. Parce que ce que vous dites, c'est la grande tagia géopolitique des talibans et du Qatar. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait? Alors, la takia, dans l'islam, c'est cet art de la dissimulation. Qui permet de se présenter de façon très présentable à quelqu'un et en fait d'avoir une stratégie de contournement et de dissimulation de ses convictions les plus profondes pour pouvoir mieux les imposer ensuite. C'est la stratégie des frères musulmans, c'est la stratégie qu'Erdogan a magistralement réussi en Turquie et qui fait que la Turquie est passée d'un pays laïque à un pays islamiste très, très rigoureux en 10 ans avec cette politique-là. Or, ce que je dis, c'est que le grand vainqueur de ce qui se passe aujourd'hui à Kaboul, c'est pas que les talibans, c'est le Qatar. Pourquoi? Parce que le Qatar a depuis des années joué un double jeu, à la fois d'être présentable sur la scène internationale, en se payant le PSG, en se payant une présence aussi dans les médias français. Il faut quand même rappeler que le Qatar est actionnaire à 3-10% du groupe Lagardère, qui est propriétaire de nombreux journaux français. Donc le Qatar a à la fois une stratégie de soft Qatar power. va accueillir la Coupe du Monde de football. Coupe du Monde de football l'année prochaine. Donc, le Qatar, point qu'on va changer les modalités puisque ça va avoir lieu l'hiver au lieu de l'été. Absolument. Dans des stades flambant neufs qui sont une gabegie sur le plan environnemental parce que quand même il va faire très chaud même si ce sera au mois de novembre, et que pour maintenir une température à peu près adéquate, c'est des investissements colossaux et une atteinte à l'environnement considérable. Mais c'est pas tellement ça. Maintenant, ce qui pour moi est important, c'est de bien comprendre que ce double jeu, à la fois d'être présentable sur la scène internationale et en même temps, le Qatar est très proche des talibans, de l'Iran et de la Turquie. Or, figurez-vous que quels sont les 2 pays qui séparent l'Afghanistan du territoire de l'Union européenne? Combien y a-t-il de pays qui nous séparent de l'Afghanistan? On dit toujours l'Afghanistan c'est à l'autre bout du monde. Il n'y en a que 2. Il y en a que 2. C'est l'Iran et la Turquie, qui sont des alliés du Qatar. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'on vit dans un monde bipolaire. Pas bipolaire au sens où c'est la Russie ou la Chine contre les États-Unis, bipolaire au sens médical du terme. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans une opposition aux talibans et à des régimes qui sont moyenâgeux, contre les femmes, pour la peine de mort, etc. Et en même temps, on a des pays comme le Qatar qui sont des alliés de la France, qui sont présents en France, qui sont propriétaires du PSG, qui se payent Messi à un prix d'or, qui se payent le luxe de ne pas laisser partir Mbappé en se privant de 150 ou 180 millions d'euros, et qui en même temps sont les alliés objectifs et plus qu'objectifs des talibans. Comment ils sont alliés véritablement? Est-ce qu'ils le sont, les talibans? Oui, ils sont idéologiquement. Je pense qu'ils derrière les talibans. Si, ils ont quand même accueilli pendant des années des pseudo-négociations à Doha, des talibans avec les États-Unis et la communauté internationale, dont on voit bien combien on a été dupé, mais littéralement dupé par les talibans qui, pendant qu'ils discutaient à Doha, étaient en train de prendre le pouvoir à Kaboul. Et ça, les Qataris le savent bien. Donc, je veux dire, et à la fois le Qatar joue un rôle un peu, je discute avec tout le monde, c'est eux aussi qui payent les salaires des fonctionnaires du Hamas, le Hamas étant reconnu comme une organisation terroriste par la communauté internationale. Donc ils ont ce double jeu, et c'est ça sur quoi moi je voulais insister dans mon édito. Ne soyons pas dupes. Nous avons un problème, c'est que, et ça va même plus loin,
Nicolas Sarkozy, que par ailleurs j'apprécie beaucoup et qui a été à mon avis un bon président de la République pour notre pays, enfin il a quand même ouvert les portes de notre pays. C'est pas le cas pour tout le monde. C'est mon point de vue. Et alors, au Qatar, en 2012, Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, il a accepté 100 millions d'euros de financement du Qatar pour financer un fonds de soutien aux jeunes entreprises françaises dans les banlieues. Je dis que tout ça, c'est toute une histoire où en fait vous avez des pays comme le Qatar, ils ne sont pas les seuls, il y a aussi les Émirats Arabes Unis, il y a l'Arabie Saoudite, tous ces pays du Golfe qui ont une stratégie à la fois financière, économique, mais qui ont aussi une stratégie idéologique de diffusion d'un islam rigoriste, d'un islam proche des frères musulmans, d'un islam proche des salafistes et qui est aussi présent sur notre territoire. Donc lorsque on crie bravo Messi, et moi je suis content en tant que grand petit enfant qui adore le foot et qui effectivement a rêvé avec les buts vous dites de quand Messi, même mais tout ça. soyons lucides et le grand vainqueur de ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, c'est le Qatar, et le Qatar c'est un acteur de la société française aujourd'hui. Malheureusement c'est la réalité et il faut qu'on en prenne conscience et que nos politiques peut-être se positionnent là-dessus dans cette période électorale qui commence. Oui. Parlons vrai, Michel Taube, merci. Opinion internationale, c'est une lettre c'est un sur site Internet, avec un site Internet chaque où jour on peut des s'abonner. articles Les chefs d'entreprise ou les particuliers peuvent s'abonner. Tout à fait. Absolument. Et c'est du Parlons vrai pour le coup, comme sur Sud Radio. Merci en tout cas d'être venu ce matin dans les grands débats du matin.